parfois ça meurt. Chez les paysans, la propriété, c'est quelque chose. Mon père, il en parlait tout le temps. Il ne pouvait pas s'en défaire. Grand-mère qui tellement voulait revenir dans son village, c'était sa vie, c'était sa jeunesse. Il faisait des projets pour faire une maison. « 11 novembre 1918. À l'aube, le canon tonne pour la dernière fois. Puis vient le silence, immense. Les soldats tendent l'oreille, sans trop y croire. Dans le lointain, des volées de cloches, un clairon, l'ordre de cesser le feu. On a du mal à imaginer que l'enfer s'est terminé. Pour les civils qui vivaient avant la guerre, sur ces lieux maintenant dévastés, le plus douloureux est à venir. Il faut rentrer chez soi, reconstruire. Mais chez soi n'existe plus. Les champs sont effacés, les maisons ont disparu. Ce film raconte l'histoire de 5 villages du front de Champagne. 5 villages entre Reims et Verdun. Ils furent complètement rasés et n'ont jamais été reconstruits. Quand le vent souffle sur ces terres du bout du monde, il semble que leurs complaintes s'élèvent, le chant triste d'une mémoire qui passe, de génération en génération. C'était qu'un champ de ruines, hein. Un arbre qui restait, des tôles, ça ils auraient été pris en 1928 certainement devant leur maison, leur maison d'habitation. Parce que normalement, d'après ce que j'ai compris, ils habitaient en bordure de la route. Alors bon, c'était là, la route, des chemins, hein, parce que c'était pas des chemins goudronnés. Tout ça, c'était des tranchées, des trous, des bosses. Il restait plus rien. Une vieille photo, prise après la Grande Guerre. Les ruines du Ménil-les-Hurlus. Le père de Michel et le plus jeune des 2 enfants, dans les jupes de sa mère, Hortense. Eugène, son mari, tient le cheval. Personne ne sourit. Il ne reste rien d'un village où cette famille vivait depuis des siècles. Désormais, ce sera le silence. Les parents, mes grands-parents avec leurs enfants, dont mon père, mon oncle, n'en ont pas parlé. Ou même les voisins aux alentours, des fois on causait un petit peu comme ça, mais ça n'allait pas plus loin. Ces souffrances des civils, on ne veut pas les entendre, on ne veut pas les voir. Rendez-vous compte, il y a tous ces soldats qui se sont sacrifiés. Donc les poilus étaient des héros, les civils, c'était des victimes. Et ce n'est pas la même chose. Donc les poilus, c'était des héros, mais avec le temps. Aujourd'hui, on les voit aussi comme des victimes. Hein, c'est comme ça qu'on les voit aujourd'hui. Le sens de la Première Guerre mondiale a changé. Et comme on les voit comme des victimes, aujourd'hui, on commence à entendre la voix de tous ceux qui ont souffert et qu'on n'a pas entendu jusque-là. Somme-Pitahur, à quelques kilomètres des 5 villages détruits du front de Champagne. Une route longe l'immense terrain militaire du camp de Suippes. Au loin dans la forêt, le Ménil, le village de la famille de Michel, et 4 autres villages fantômes. Jean-Pierre est membre de l'association qui veille sur leur mémoire. On est à la limite, c'est-à-dire qu'on est arrivé en bordure du camp de Suippes. Donc
On ne peut plus aller plus loin sur cette route qui allait de Sompi à Tahur, qui fait environ 9 km, donc on est à moitié chemin. Et comme vous le voyez, clôture électrique, barrière, route périphérique qui fait tout le tour de ce camp, de ce grand camp militaire de 13 000 hectares, et halte-tir, puisque là, on est en zone interdite. Maintenant, 3 ou 4 générations sont passées, mais je pense que toute personne aime bien revoir les lieux. Et puis, ces villages, c'est un peu un mythe aussi. Ils sont un peu, je dis pas un fantasme, mais ils sont toujours présents quand même dans une mémoire. 1050 communes ont été totalement rasées. 1235 communes ont été rasées à 50%. On a, après la guerre, délimité les zones de combat en plusieurs zones en fonction de l'intensité des destructions. Donc il y a un code couleur qui a été utilisé, allant jusqu'au rouge, le rouge désignant les zones qui étaient jugées impossibles à reconstruire et à remettre en culture. Un village ne meurt jamais. Le souvenir demeure aussi longtemps que dure le travail de mémoire. Contrairement à ses ancêtres, Michel D accepte de raconter aux plus jeunes. Dans la classe de Nicolas Eloco, à Ville-sur-Tourbe, beaucoup d'élèves descendent des habitants des villages détruits. Mathéo, le petit-fils de Michel, fait partie de cela. C'est la première fois que son grand-père vient parler du drame de sa famille. Ma génération, qui sont dans le même camp que moi, hein. Donc ici, vous voyez la photo, je pense, devant l'habitation de mes grands-parents. Donc mon grand-père, qui provenait de Varjoumlac, ma grand-mère, qui provenait du Ménil, et le plus grand, c'est mon oncle, et le plus petit, c'est mon père. Cette photo, elle date de 1928. Voilà, 1928, donc c'est après la guerre. Hein. 10 ans après la guerre, ils reviennent. Vous imaginez un petit peu leurs sentiments? Est-ce qu'on voit qu'à cet endroit-là, il y avait une ferme? Est-ce qu'il y a des traces? Bah, on peut peut-être retrouver quelques pierres, des choses comme ça, mais il n'y a plus rien, quoi. C'est terrible, c'est comme si on avait balayé plein de choses d'une vie d'une personne. Hein, ça doit être difficile. Alors c'est sûr, les souvenirs, on les a au profond de notre mémoire, etc. Mais quand on se retrouve face à quelques pierres, il n'y a plus rien, tout a été dévasté, ça doit être terrible. Oui, c'est vrai que... C'est toi, Mathéo, qui va raconter. Plus tard, à tes enfants, tu leur raconteras tout ça. C'est important, le devoir de mémoire. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein. Là, en ce moment, on travaille l'histoire, certes, mais vous, tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui, vous allez pouvoir raconter tout ça à vos enfants. Et vous leur direz, attention, la guerre, c'est une très mauvaise chose. Hein, et quand je regarde, moi, les images à la télé, parfois, je vois des gens qui partent comme ça, qui sont obligés de fuir la guerre. Hein, donc ça, c'est important. Ménil-les-Hurlus, 97 habitants en 1914. C'est ici que sont nés les ancêtres de Michel et Mathéo. Ces images sont rares, car ces lieux dévastés sont désormais interdits aux curieux. Au printemps 1914, l'épicier passe une fois par semaine au village. On vit de peu, les loisirs sont rares. Au milieu des vestiges du cimetière, une pierre tombale. Un nom, Troncard-Rollet, le nom de famille de la jeune Marie-Hortense, la grand-mère de Michel. En mai 1914, elle prépare son mariage. Donc ils se sont mariés, mon grand-père et ma grand-mère se sont mariés en 1914, au mois de mai. Le 12 mai 1914. Donc voilà leur photo de mariage. Tu vois, là, mon grand-père et ma grand-mère. Hein, oui. Ma grand-mère, qui provient du Ménil, elle est née le 15 janvier 1884 au Ménil. Et mon grand-père est né à Varjoumlin le 19 septembre 1885. Oui. Un mariage en mai 1914. Les visages sont sérieux pour la photo. On passera 3 jours à faire la noce, une fête à tout casser. Les occasions sont si rares dans ce petit pays. En l'église du Ménil, Étienne Eugène D
épouse Marie-Hortense Louise Troncard. En ce 12 mai 1914, le tumulte international ne résonne guère dans ce coin de Champagne. Tout au plus, sait-on qu'une crise menace dans les Balkans. Dans les familles de paysans, le travail accapare toute la vie. Au printemps 1914, bien sûr, les ruraux de la Marne lisent le journal. Ils se rendent bien compte qu'il se passe quelque chose au niveau international. C'est une région qui a connu la guerre de 70, et puis cette guerre de 70 qui reste quand même traumatisante. L'impression d'avoir été également oubliée très souvent par le reste de la communauté nationale. Loin du Ménil, l'Allemagne est sur le pied de guerre. Le haut commandement parachève le plan Schlieffen, le plan d'invasion de la France qui se trame depuis 1905. On attend l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. On attend Sarajevo. Dans 2 mois, la ferme des aïeux de Michel servira de quartier aux soldats du Kaiser. Avant-hier, 3 quarts roulés. C'est la ferme qui était au Ménil. Tiens, je revois une horloge, une table ronde, une couette, un lit de plumes, 12 cuillères, 12 fourchettes, une vache noire, une vache sous poil souris, une vache rouge. Vous voyez, il avait quand même, ça fait 5, 6 vaches qu'ils avaient. La France de 1914, c'est un pays rural. Au recensement de 1911, il y a 56% de la population qui vit dans les campagnes. À la différence de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne par exemple, où la majorité de la population est urbaine. Et la vie dans les campagnes, eh bien, c'est une vie qui est rude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réseau d'égout, bien souvent. Parfois pas d'adduction d'eau, hein. Il n'y a pas d'électricité, la plupart du temps. Ce sont des petits exploitants, bien souvent, des petits propriétaires. C'est aussi une vie d'entraide. C'est-à-dire qu'on se prête entre petits fermiers, son cheval, ses bœufs pour les labours. La famille Terrière est originaire de 2 villages détruits, Hurlu et Perthes. Le grand-père d'Odile, Paul Terrière, était le maire de Hurlu. En 1914, il était le plus jeune maire de France. Peu avant de mourir, la grand-mère, Juliette, a raconté sa vie de jeune fille. Grand-mère m'a raconté, mais c'était vraiment le petit village. La moindre fête, ben, c'était important. Hein, un mariage, on préparait ça d'avance et puis ça durait 3-4 jours, la fête. Mais grand-mère, je lui posais la question, elle ne savait pas danser parce qu'ils n'avaient pas beaucoup l'occasion de danser. Les garçons, ils allaient avec leur cheval de labour, ils allaient jusqu'au village voisin, donc sûrement que Paul est venu un jour à la fête. Ils se sont connus comme ça, les jeunes ensemble. Elle a vu qu'il y avait un jeune homme qui la regardait beaucoup, c'est sûrement comme ça. Tahur, 184 habitants en 1914. Le plus important des villages du camp de Suippes. C'est un vieux pays. On y a découvert un cimetière gaulois. En 1915, les Français attaquent Tahur, occupé par les Allemands. Les combats sont parmi les plus violents de toute la guerre. Le soldat Guillaume Apollinaire, dans le chant de l'honneur, écrit: Depuis 10 jours, au fond d'un couloir trop étroit, dans les éboulements et la boue et le froid, parmi la chair qui souffre et dans la pourriture, anxieux, nous gardons la route de Tahur. Les villages détruits, ça représente quand même une âme. En plus, nous,
On sait que l'église était là, que là c'est la rue qui menait à Mans, que là il y avait l'école. En marchant, on trouve des objets qui correspondent à la vie, des bouts d'assiettes, des bouts d'outils agricoles, bon, certaines choses comme ça, quoi. À partir du moment où il y a eu la vie quelque part, ça s'arrête pas vraiment, quoi. « 2 août 1914. L'ordre de mobilisation générale est placardé à 16h, place de la Concorde, à Paris. L'affiche est imprimée depuis 1904, il suffisait juste de compléter la date. Dans les campagnes, on fait sonner le tocsin. Tous les hommes en âge et en état de servir sont appelés sous les drapeaux. C'est la surprise, la stupéfaction. À chaque fois, devant l'affiche blanche qui annonce la mobilisation, c'est la stupeur. Il n'y a pas de manifestation d'enthousiasme, de joie, qu'on peut connaître dans les villes, mais qu'on ne connaît pas dans les campagnes. Parce que n'oublions pas que nous sommes le 1er août, le jour de la mobilisation, et on est en pleine moisson. Et ce qu'ils voient, les agriculteurs, c'est qu'ils vont devoir partir à la guerre et de laisser tout le travail à leurs femmes, à leurs vieux parents. Qui va rentrer les moissons? Comment les moissons vont être rentrées? Mais ça se passerait très vite, en quelques heures. On annonce la mobilisation, l'épouse prépare le baluchon, et les gars s'en vont. Ils s'en vont en groupe, ils chantent, mais l'heure est grave. À Tahure, en septembre 1914, tout est prêt pour la fête patronale. Mais avant, il faut rentrer la moisson. Dans un enregistrement rarissime, datant des années 70, Jean Gerbeau se souvient. Il avait 14 ans quand tous les hommes valides du village sont partis à la guerre. Il est parti de chez nous, les 3 commis, le berger et le père. Alors il n'y avait plus personne. Plus personne pour et on est venu nous enlever encore 2 chevaux. Pour le mois de septembre 14, quand on a parti, toute la moisson était rentrée. On s'est débrouillé, je ne sais pas comment. Mon frère, 16 ans, et moi, 14. On nous a aidés un peu, des dames ont voulu nous aider. Alors moi, à 14 ans, vous savez, j'ai pas peur de conduire 3 chevaux. Hein. Au moment de la mobilisation, on est dans les champs, on entend le tocsin. Et pour certains, eh bien, on n'a pas cru que c'était la mobilisation. On s'est dit, c'est peut-être un incendie. Et on arrive comme ça sur la place du village avec des seaux, parce que c'est peut-être un incendie. Ben oui, c'était un incendie, mais c'était l'incendie de l'Europe. Début septembre, les Allemands ont envahi la Belgique. La Belgique qui se bat contre toute attente et qui sera martyrisée. Des dizaines de milliers de civils sont jetés sur les routes et fuient vers la France. Il n'existe pas d'image de cet exode. Ce n'est que plus tard dans la guerre que les opérateurs de l'armée filmeront de longues cohortes de réfugiés. Ces mêmes convois de désespérés que ceux des journées de septembre 14, quand les habitants de Tahure, de Perthes ou du Mesnil-les-Hurlus furent les victimes de la guerre totale. C'est avec une certaine surprise que ces habitants voient arriver, traverser dans les axes principaux, des Belges. Ils disent, mince, des civils belges qui viennent, qui traversent ici, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ensuite, ils voient passer les Ardennais. Et après les Ardennais, c'est eux. Et ces Belges qui racontent ces récits d'horreur et qui sèment la panique, finalement, sur leur passage. Oui, ils ont brûlé les maisons, ils ont fait sortir les hommes, ils les ont tués. Les Allemands couperaient les mains des enfants afin qu'ils ne deviennent pas soldats dans l'avenir. On va appeler ça les atrocités allemandes, et il y en a eu énormément. Ce matin-là, des gens du nord des Ardennes traversent le village. Ils se rendent chez la femme du garde champêtre pour avoir à boire. Cette brave dame dit aux gens, aux réfugiés, rentrez dans la maison. Un homme, par mégarde, claque la porte violemment. Les Allemands ont cru que c'était un coup de fusil. Ils ont tiré dans le tas et il y a eu 5 Ardennais qui sont morts.
La veille de partir, moi j'étais couché dans une alcôve avec mon frère, il y avait les états-majors qui étaient là. Le général, je les ai écoutés. Alors ma mère dit au général, faut-il partir? Vous irez, madame. Avec les atrocités qui se passent. Faut pas rester ici. Alors elle s'est décidée à partir, mais on n'a rien pris. Les gens partaient sur les routes avec voiture s'il y avait voiture, sans voiture à pied s'il le fallait, et reculaient par rapport à l'avancée des zones ennemies. C'est complètement anarchique. Parfois, ils marchent en plein champ, on les pousse dans le fossé pour laisser passer les soldats. Et puis, vous avez ces civils qui pleurent. Ils voient passer les soldats et les soldats qui reculent. Vous êtes en train de nous abandonner, mais qu'est-ce que vous faites? On les interpelle, on a des récits de soldats comme ça, qui se font interpeller, ils ne savent pas quoi répondre. Oui, ils battent en retraite. Oui, c'est terrifiant. Les Allemands arrivaient, ils avaient peur. Il y avait des réfugiés qui étaient déjà passés à Hurlu. Des gens de Sompy qui criaient que tous les villages étaient brûlés, qu'il fallait se sauver. Le moment où ils sont partis, c'était terrible parce que son père, Juliette, il a dit non, je reste. Qui c'est qui va soigner les bêtes? Qui c'est qui va rester au village? Non, non, je reste. Alors son père qui a été pris par les Allemands, attaché par les pieds, traîné par un cheval. Enfin, les Allemands les ont martyrisés. Il n'y avait pas que lui, des autres. Et puis après, ils les ont attachés. Ils ont été prisonniers un moment, mais comme ça se battait là-bas, on ne sait pas trop exactement comment que ça s'est passé. « 5 septembre 1914. Les Français et leurs alliés britanniques ont cessé de reculer. Le maréchal Joffre, commandant en chef, donne l'ordre de la contre-attaque. C'est la première bataille de la Marne, devenue célèbre à cause des taxis parisiens qui y ont participé. Une victoire française, la première. Pour les familles qui fuient, l'espoir renaît de revenir dans leur village. Un espoir vite brisé. Désormais, les armées s'enterrent. On passe de la guerre de mouvement à la guerre de position. Après la bataille de la Marne, beaucoup se sont dit, ça y est, on va gagner, on va gagner. Donc ils se sont remontés, fin septembre 14, ils espéraient pouvoir rentrer dans leur village. Mais malheureusement, le front s'est stabilisé et ils n'ont jamais pu y revenir. Les villages vont être organisés en défense. Donc, dans un premier temps, jusque d'octobre 14, enfin même de fin septembre 14 à septembre 16, le front va s'établir sur le pays des Hurlus, qu'on va appeler, qui regroupe Perth-les-Hurlus, Ménil-les-Hurlus et Hurlus. Et là, on sera tout près des avant-postes français. Même au début, à Perth-les-Hurlus, on se bat dans les rues. À cette occasion, il y a le fin septembre 1914, c'est le peintre expressionniste August Macke qui meurt d'une balle en plein front dans une rue de Hurlus. Le front. À partir de ce mois de septembre, ce sera une succession de boyaux, de postes avancés, de cagnards. Un terrain retourné, percé de part en part. Les premières destructions se font au niveau des églises, car les artilleurs se servaient des clochers, donc des points hauts, pour régler leur tir d'artillerie. Vous tirez au canon, vous visez autour de l'église, vous êtes sûr de tomber sur le village, vous savez que vous avez des troupes dans le village. Donc rapidement, les églises vont être détruites. Si elles ne sont pas détruites par les artilleries, elles sont volontairement détruites par les Français ou par les Allemands pour éviter donc ces points de repère par l'artillerie. L'écrivain allemand Ernst Jünger, héros de 14-18, observe fasciné la destruction d'un village sous le feu de l'artillerie. Les geysers de terre, hauts comme des clochers, se suivaient à la file. Comme par magie, les maisons étaient l'une après l'autre aspirées par le sol. Les murs crevaient, les pignons croulaient, et des charpentes sans toiture étaient projetées en l'air.
Ces maisons écroulées vont vite servir aussi pour les soldats. Les soldats s'installent dans ce premier hiver de guerre avec aucun moyen de survie dans ces tranchées. Donc ils vont prendre des poutres en bois pour tenir la tranchée. Ils vont prendre le parquet déchiqueté par les obus pour faire du bois de chauffage, pour maintenir les parois des tranchées. Un an va s'écouler. La vie s'organise sur le front. On sait à présent que la guerre sera plus longue que prévu. Le premier hiver est très froid. Les autres ne vaudront guère mieux. En 1915, l'état-major français décide une grande offensive. Il faut reprendre l'initiative, en finir avec la guerre de position. On va tenter une grande offensive, ce qu'on appelle l'offensive de Champagne. Avec 3 jours de bombardements intensifs, on a ramené quand même 5 millions d'obus. 3 jours, du 22 au 25 septembre. 5 millions d'obus, on a 2000 canons, on a 39 divisions, sur un front de 35 km. C'est la plus grande attaque, jusque-là, de la guerre des tranchées. Le front, comme il va se reporter sur le nord, ça va être la destruction massive de Tahur et de Ripon. Ça, pendant les 3 ans de guerre, les Français reprennent Tahur, quand même. Ils reprennent Tahur et la version sud de la butte de Tahur, ils vont s'y accrocher. Parce que jusqu'au début septembre 1915, Tahur a des destructions, mais les maisons tiennent encore debout. Mais là, avec l'offensive de l'automne 1915, Tahur va totalement disparaître sous l'artillerie française. Alors tu vois, quand tu vois ce qui restait du Ménil-les-Hurlus, l'église, un petit pont d'église, il restait, c'est des ruines, tu vois un petit peu l'église, tu vois une vue générale. En fait, il n'y avait plus rien du tout, il y avait plus rien, que des petits voilà. murs. Il n'y avait plus rien. C'est comme si nous, là, en ce moment, il y avait la guerre et on revenait, il n'y avait plus rien du tout. Voilà. Les gens vivaient dans ces villages depuis des générations en génération. On transmettait ces maisons de génération en génération. La perte de la maison familiale, c'est vraiment quelque chose. Par obus, vous aviez parfois une centaine, voire plus, de ce type de fragments de toutes les tailles, projetés entre 300 et 500 mètres secondes et portés au rouge. On voit les effets assez destructeurs qu'ils peuvent provoquer. Durant l'année 1915, l'espoir de revenir dans son village s'amoindrit. Les habitants qui avaient fui devant l'avancée allemande se retrouvent désormais à l'arrière du front français. Une autre vie commence pour eux. La famille Terrière s'installe à Sommevel, à une vingtaine de kilomètres de leur village d'origine. Ils sont accueillis par le maire leur explique, il avait un drôle de rôle aussi à ce moment-là, et il les accueille dans une grande salle à la mairie où les gens leur donnent de la soupe chaude, c'était important. Puis ils s'installent avec leur couverture, il faut faire dormir tout le monde, les enfants qui pleurent, les voisins qui rouspètent. Les réfugiés se sont retrouvés parfois dans des halls de mairie à dormir sur la paille. Il y en a qui se sont retrouvés parfois dans la halle au grain à dormir à même le sol. Alors ça allait pas trop mal, si vous voulez, au mois d'août, mais à partir du mois d'octobre-novembre, cette situation très précaire devenait très difficile. Donc c'est vrai qu'une partie de la population réfugiée a dû trouver, enfin du quoi, la population s'est vue affecter des logements à partager avec les populations locales. Les populations locales n'ont pas eu trop le choix.
Progressivement, les réfugiés sont mal vus, mal considérés. On les accuse de propager les maladies, des accusations complètement folles. Et on finit par les insulter, les considérer comme des Boches du Nord. Les Boches du Nord. Et c'est intéressant parce que cette insulte de Boches du Nord, elle vaut à la fois pour les réfugiés dans la France intérieure, mais elle vaut aussi pour les civils occupés. Qui seraient suspectés d'être en quelque sorte pervertis par l'occupant, d'être embauchés, bauchisés, ce sont des mots qu'on retrouve à l'époque. Donc c'est une sorte de péché originel. Vous avez été vaincu, vous avez été occupé, mais c'est au fond, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas un vrai Français. Hein. Regardez-nous, on continue, on est indépendant, on se bat, on est libre, c'est parce qu'on est des vrais Français. C'était le terme que grand-mère employait. Hein. C'était des réfugiés, ça voulait dire vraiment des gens de rien. Alors qu'ils avaient leur village, ils avaient leur ferme, c'était des Français. Dans un temps de guerre où la paranoïa a gagné les états-majors, les réfugiés sont souvent suspectés d'être des espions. Surtout ceux qui ont été en contact avec l'allemand. L'armée photographie, fiche, catalogue les individus et les familles pour le service de surveillance. Dans 11 départements français du Nord et de l'Est, 2,5 millions de civils vivent à l'heure allemande. L'occupation est extrêmement sévère. Les Allemands réquisitionnent d'abord le bétail, la nourriture, les récoltes, puis vont confisquer les objets en cuivre, les batteries de cuisine, les poignées de porte, car ils ont besoin de métaux. Viendront ensuite la laine des matelas et même les vêtements. Dès lors que des petits actes de sabotage se font jour, dès lors que des enfants commencent à crier à mort les Boches, dès lors que les populations rechignent à apporter un chalit de lit pour les listes de réquisition, dès lors que les Français, les ruraux commencent à ne plus vouloir apporter la quantité d'œufs demandée par les Allemands, alors les Allemands se font beaucoup plus durs. La tyrannie s'installe véritablement dans de nombreux villages. La tyrannie, ça veut dire la réquisition des hommes à tout moment. Dans le village d'Écourt, par exemple, ou dans d'autres villages, le maire est otage. Les personnalités, les notables locaux deviennent les otages des Allemands. En région occupée, il n'y a souvent plus assez de bras pour exécuter des travaux de force. Trop de femmes, pas assez d'hommes. Les Allemands vont peu à peu déplacer des populations, notamment de jeunes Français en âge de travailler. Ils sont mobilisés à diverses corvées, que ce soit dans les champs ou les usines qui travaillent à l'armement. Le grand-père s'est trouvé prisonnier. Et une fois prisonniers, ils ont été envoyés dans les Ardennes. Et lui, il était à Amagne, par exemple. C'était pour... il travaillait sur les voies ferrées et tout ça, quoi. Il les employait comme prisonniers. Donc, ils ne se sont retrouvés avec la grand-mère qu'après la guerre. Les Allemands, ils n'ont pas besoin de vieillards, ils n'ont pas besoin d'enfants, ils n'ont pas besoin d'indigents, ils n'ont pas besoin de malades, de tuberculeux. Hein, ça, c'est des bouches à nourrir. Alors, à partir de la fin de l'année 1915, les Allemands s'entendent pour rapatrier des Français par la Belgique, par l'Allemagne, par la Suisse. Il y en a 500 000 de 1915, de la fin de 1915 jusqu'au 11 novembre 18. Presque 500 000 qui ont été rapatriés, c'est pas rien. Et puis quand ils arrivent, ils découvrent le mot poilu. Ils savaient pas comment on les appelait les soldats français. Le mot poilu, ça les choque au départ. Ce qui les choque aussi, c'est qu'ils passent à la désinfection. Hein, on asperge leurs vêtements, donc ils sont un petit peu vus comme un petit peu des galeux. Ça ne leur plaît pas beaucoup. Et puis enfin, ils sont interrogés. Ils
Ils sont interrogés parce que le service des renseignements leur demande, pour des renseignements militaires, hein, leur demande précisément quelle division stationnait dans votre village, où est la commandanture, etc. Y a-t-il des personnes qui renseignent les Allemands Et donc, il y a aussi beaucoup de dénonciations. Ah oui, il y a telle femme qui coucherait avec des Allemands, etc. Donc, il y a aussi un règlement de compte. Quand on arrive en France, on renseigne l'armée, mais en même temps, on règle ses comptes. Côté français, les habitants des villages vont essayer de récupérer ce qui peut encore l'être. Dans la famille terrière, l'un des garçons va tenter l'impensable pour rejoindre Perthes-les-Hurlus au plus fort des combats. Au moment de partir à la guerre, il avait vendu ses moutons. Et à ce moment-là, on était payé en pièces d'or. Et il avait caché ces pièces d'or-là. Ils avaient une cachette à eux, parce que dans ce temps-là, on ne mettait rien à la banque. Et une nuit, enfin, les copains l'ont aidé, ils sont partis et ils sont allés dans ces pays-là, donc à Perthes-les-Hurlus. Lui, c'était Perthes-les-Hurlus. Et ils ont passé par des moments, ils ont entendu parler allemand, ils se sont cachés dans des trous, ils sont... Vraiment la nuit horrible, et puis ils ont arrivé à retrouver leur maison, tout ça était bouleversé. C'était vraiment au risque de leur vie, et après bien des histoires, ils bougeaient des poutres, tout ça, ils ont retrouvé ces fameuses pièces d'or. La guerre n'a pas détruit que des maisons ou des fermes. Elle a aussi ravagé les lieux de culte et les monuments. Au Ménil-les-Hurlus, l'église datait du XIIIe siècle. La fierté du village était son superbe retable du XVIe, peint et doré. L'un des rares à avoir échappé aux destructions ou au pillage. Il est aujourd'hui conservé au musée de Châlons-en-Champagne. Il n'y a absolument rien à grande échelle d'organisé pour préserver les œuvres d'art, pour essayer de démonter par exemple des vitraux ou pour décrocher des tableaux. À partir de 1917, on commence à voir une volonté systématique au moment du recul allemand vers la ligne Siegfried d'utiliser aussi systématiquement des matériels différents comme de la dynamite par exemple, de manière à systématiquement détruire les maisons, les faire exploser. Donc là on est dans autre chose, on n'est plus dans une reconquête du terrain, on est dans une volonté d'araser en reculant les villes et les villages, de démonter les choses quand c'est possible. Alors, je parle par exemple des usines où il y a tout un démontage des machines qui est fait. Et pour le reste, on fait exploser pour le rendre inutilisable. « 11 novembre 1918, c'est la fin. À 5h15, l'armistice est signé. À 11h, des volées de cloches et des clairons annoncent le cessez-le-feu. Le dernier soldat français est tombé un quart d'heure plus tôt. Le dernier des 1 397 800 Français. 300 000 civils sont morts. Le 11 novembre a souvent été présenté comme un jour de joie. Cette joie sera de courte durée. Au moment de l'armistice, le 11 novembre, l'idée qui est véhiculée, c'est par l'image, la fête, les fleurs qui sont lancées dans les grandes villes, mais ça dure qu'une journée. Pour les civils, c'est une toute autre réalité. Il faut réintégrer des villages pour certains. Mais quel village? Il n'y a plus rien. Beaucoup de gens se disent on ne pourra plus jamais habiter là. D'ailleurs, beaucoup de gens ne pourront plus jamais habiter dans le village d'origine. Ils seront déplacés. Leur idée, c'était de retourner à Hurlus. Hein. Dès que grand-père est rentré, donc le mari de Juliette, Paul, dès qu'il est rentré de la guerre, leur idée, lui, il était maire. Hein. Il était maire d'Hurlus. Donc, il a fait tout de suite des démarches pour rentrer à Hurlus.
Mais on leur a tout de suite dit que c'était pas trop possible, qu'il fallait attendre, qu'il fallait attendre. On ne leur donnait pas vraiment de réponse. On a parfois quelques habitants qui reviennent de manière parfois assez rocambolesque. On a des témoignages de cela, de personnes qui vont prendre un train, vont ensuite utiliser, en faisant du stop, le passage d'une rare automobile qui vont les déposer un petit peu plus loin et vont finir par faire les 20 km restants à pied pour constater finalement, arrivé sur place, qu'il ne reste plus rien. Les gens avouent pleurer, s'effondrer devant les ruines, parce que c'est vraiment la disparition d'un tout, la disparition d'un monde qu'ils découvrent véritablement, qu'ils ont parfois imaginé. Qu'ils ont parfois, à travers des cartes postales, pu peut-être un petit peu prévenir, mais là c'est la confrontation en fait directe avec les ruines. Voilà à quoi ressemble Tahure en 1918. Plus aucune maison n'est visible, pas même les fondations. Plus d'église, plus de mairie. Voici le Ménil, le pays des ancêtres de Michel et Mathéo, et voici Hurlu, où vivait la famille terrière. Ces communes sont classées zone rouge par l'autorité militaire, totalement interdites d'accès, car trop dangereuses et trop polluées. Des milliers de soldats gisent encore dans la craie et dans la boue. L'État permet aux familles de revenir à la périphérie de cette zone de mort. Ces images proviennent des villages de Souhain et de Sompi. Leurs habitants sont autorisés à rentrer. Pour les voisins, à quelques kilomètres, ceux de Tahure, Perthes, le Ménil, plus jamais ils ne reviendront chez eux. Cette zone devient très vite un véritable Far West. Des ferrailleurs, polonais pour la plupart, récupèrent ce que la guerre a laissé. Des chars, des obus, des canons, des fusils, des baïonnettes. Les réfugiés qui sont revenus sur place et qui retrouvent leur maison détruite, à demi détruite, ben ils vivent un petit peu dans des bidonvilles, dans des ruines qu'ils ont relevées à la hâte, avec des planches, avec des bâches. Ils habitent dans les courbis des soldats, dans les cabanes qui étaient faites sous terre ou sous 4 planches qu'ils avaient pu récupérer sous le champ de bataille ou dans les ruines, pour essayer, dans les caves. Hein, ils ont vécu un peu comme ça, avant qu'on construise des premières maisons provisoires. Où ils vivent dans des baraques et elles ne sont pas formidablement isolées, c'est des baraques en bois. Et il a fallu vivre parfois plusieurs années dans ces baraques ou dans ces maisons relevées à la hâte. Et inutile de vous dire que l'hiver, ça a été particulièrement dur. Pour l'armée, un énorme chantier commence dès la fin de la guerre. Il faut neutraliser le plus possible de munitions qui n'ont pas explosé, sécuriser au maximum le terrain. On pratique le pétardage, c'est-à-dire faire sauter les obus, les grenades, les balles, les mines. Cultiver autour de cette zone rouge, c'est un peu le salaire de la peur, même à la fin des années 30. Denis Guyot se souvient des labours avec son père. On travaillait de toute façon, on travaillait avec les chevaux. Hein. Bon, ben, dès que la charrue accrochait quelque chose, on sentait bien. Et puis, ma foi, on cherchait l'endroit où c'était. Et des fois, c'était visible, c'était un obus. C'est un obus, on le prenait, on le posait sur la charrue. Et arrivé au bout du champ, on en faisait un tas. Au tour d'après, on en refaisait une autre fois. Et puis, à la fin, bon, on avait trouvé pas mal de fer, de toutes sortes, hein.
On a utilisé des tracteurs qui avaient été fabriqués pendant la guerre pour tirer les canons. Donc c'était tracteur, c'est pas les tracteurs de maintenant, hein. C'était un engin motorisé muni de roues crantelées qui pouvaient rouler. Donc on mettait une grande chaîne de 25 ou 50 mètres, hein, de manière que s'il y a un obus qui explose, ça ne tue pas celui qui tractait la charrue, quoi. Et donc on a fait un premier labour dans les zones pas trop... Et puis les tranchées, on les a laissées, donc on a fait les champs entre les tranchées. On leur a fait des petites pelles, enfin des pelles d'à peu près 1,5 mètre cube, avec 2 bras. On accrochait ça à un cheval. Et puis on attaquait le bord de la tranchée, et puis on versait la terre dans la tranchée pour la reboucher. Donc ça a été un boulot phénoménal, quoi, hein. Dès la fin de la guerre, se pose la question des zones dévastées du front. Comment indemniser les habitants des villages détruits ? L'État va mettre sur pied une vaste campagne d'inspection. Des officiels font le déplacement. On filme, on prend des milliers de photos, on dresse un inventaire le plus précis possible. Il y a une évaluation qui est faite sur le terrain pour indemniser les personnes qui ont perdu une maison. Et puis vous avez cette évaluation des biens économiques, culturels qui ont été endommagés pendant la guerre et qui est faite par d'autres commissions et dont les travaux doivent justement, pour le futur traité de Versailles qui sera signé en 1919, pour le traité de paix, qui devront permettre d'évaluer combien a coûté finalement cette guerre. Alors, est considéré comme responsable celui qui est le déclencheur de la guerre. Donc il y a quelque chose qui va se jouer dès l'armistice, qui est essayer de montrer juridiquement que c'est finalement l'Allemagne responsable du déclenchement de la guerre, et dès lors qu'elle est jugée responsable du déclenchement, c'est elle qui devra donc payer ses indemnités. Il y a aussi des œuvres étrangères qui vont venir aider les paysans à reconstruire des bouts de village, à reconstruire des villages, des parties de villages. Il y a des opérations, peut-on dire, caritatives, avec des dons et des legs faits par des étrangers qui veulent aider les Français à reconstruire le village, à aider les paysans à recultiver. Dans les années 20, la famille de Michel D s'est installée dans le village de Vargemoulin, à la limite de la zone rouge du camp de Suippes. Michel exploite toujours la ferme familiale qui s'est beaucoup agrandie en presque 100 ans d'histoire. En 1919, ses grands-parents ont reçu des indemnités pour la perte de la maison du Ménil et la destruction totale de leurs terres. Dans le pays, on appelle ça les dommages de guerre. Les procédures ont été longues et difficiles. Il a fallu apporter des preuves de propriété, retrouver les cadastres et les actes notariés. Oui, ça c'est tous les documents de ce qu'ils ont racheté avec leurs dommages de guerre. Ça c'est une partie des bâtiments de la grange et des écuries, et la maison d'habitation qui est ici. Et c'est là que mon grand-père et ma grand-mère, en revenant d'émigrer, donc en 28, 27 ou 28, 28, ils sont venus habiter ici, dans cette maison-là. En 1950, la famille Terrière obtient de l'autorité militaire du camp de Suippes de revenir dans les villages de Hurlu et de Perthes. Grand-père, grand-mère, quand ils sont arrivés à Hurlu, alors là, tous les deux, alors nous, nos parents nous disaient restez là, ne bougez pas, parce qu'il y avait des trous, il y avait des risques. Et eux, ils disent attention, il y a des puits qui ne sont pas recouverts. Alors, ils auraient pu tomber dans un puits. Enfin, alors, ils ont retrouvé un peu leur maison, mais il y avait des arbres partout. Moi, je me rappelle vaguement, mais je me rappelle qu'il y avait des arbres, c'est ça. On ne pouvait plus retrouver les maisons comme c'était avant. Alors, eux qui connaissaient, ils sont allés, mais enfin, ils étaient émus. C'était grand-mère, c'était dur. Les villages détruits ont été décorés de la Croix de guerre en 1920. Ils ont cessé définitivement d'exister en 1942,
sur décision de Philippe Pétain et du gouvernement de Vichy. Leurs noms ont été accolés aux villages voisins qui ont eu la chance de survivre à la Grande Guerre. On nous a donné le nom de Tahur en 1950. Il a fallu longtemps qu'on admette qu'on était maintenant des habitants de Sompy-Tahur. On l'a admis ça maintenant, c'est entré, mais au départ je pense qu'on disait tout simplement Sompy. En 1950 est créé le camp de Suippes, un vaste terrain d'entraînement pour l'artillerie et l'aviation entre Reims et Châlons-en-Champagne. Les visites sont très réglementées. Elles se font de plus en plus rares et les habitants ne comprennent plus pourquoi les barrières du camp se sont refermées. Pourquoi on garde ce nom de Tahur, puisqu'on n'a plus le droit d'y aller? Moi, je pense que peut-être qu'un jour, il faudra qu'on s'appelle Sompy tout court. Si on ne nous donne pas l'autorisation d'aller, une fois par an, se recueillir à Tahur, puisqu'on n'a plus rien à voir avec Tahur à ce moment-là. Donc, pourquoi s'appeler Sompy Tahur? Voir les grands-parents quand même devant un champ de ruines. Hein, les grands-parents avec mon père et mon oncle, devant un champ de ruines qui, aujourd'hui, c'est plus un champ de ruines, c'est un champ de tir, c'est un champ de manœuvre, disons. C'est tout, hein. Je suis pas le seul dans ce cas-là. Tout le monde est comme moi, tous les gens de ma génération qui ont eu leurs grands-parents au Ménil, à Hurlu, Perthes, Tahur, Rouvroy, enfin Ripon, tout le monde est dans le même camp, hein. Présentez. Hop. Au repos. 100 ans ont passé. 100 ans que les commémorations des combats de Champagne se succèdent à la ferme du Navarin. Autour de la cérémonie, les descendants de ceux qui vécurent à Tahur, à Perthes-les-Hurlus ou au Ménil. Pour eux, aucune allocution. Le civil demeure le grand oublié des hommages officiels, même si depuis quelques années, son calvaire sort de l'ombre. La guerre a généré ces mises en scène dans lesquelles le poilu occupe toujours la première place de la mémoire. Tout en haut du monument de Navarin, 3 soldats regardent au loin. Face à eux, les villages détruits et les fantômes de la Grande Guerre.